Avant de clôturer cette table ronde, si certains d'entre vous veulent poser quelques questions. Merci. Je me suis mis dans une situation d'élévation un peu confortable. Donc, à défaut d'avoir l'élévation intellectuelle, j'aurai celle-là. Non, plus sérieusement, je remercie profondément l'Institut pour la justice d'avoir choisi de débattre de la justice des mineurs. Comme cela a été dit tout à l'heure, c'est tout sauf une justice mineure. Et pourtant, depuis quelques mois, on pourrait le penser. Quand on voit le peu de contestation, la polémique très résiduelle qu'entraîne ce calamiteux projet de loi qui risque d'être voté dans quelques mois. Si on décide peut-être de complaire à Madame Taubira, qui se sent un peu exilée depuis quelques mois sur le bord de la lutte contre le terrorisme. Mais au fond, quand on considère la manière dont la déplorable loi sur la contrainte pénale a été votée, elle avait tout de même été précédée par des contestations fortes et virulentes. Je suis frappé de voir que ce projet de loi sur la justice des mineurs, en dehors de votre heureuse initiative, ne fait pas véritablement l'objet d'une contestation. Probablement parce que la justice des mineurs, et vous l'avez dit, monsieur le professeur, d'une certaine manière, renvoie forcément, gauche et droite confondues, à un consensus facile, confortable et paresseux. Autrement dit, il serait scandaleux de mettre en œuvre une politique pénale efficace contre les mineurs parce qu'on serait alors nécessairement coupable de mauvais traitements à enfants. En ce qui me concerne, j'ai toujours considéré que la justice des mineurs était à la fois capitale et très révélatrice de l'état de la pensée judiciaire en France. Eh bien, il me semble, pour commenter un petit peu l'excellente matinée et le début d'après-midi tellement exceptionnel qui nous a fait échapper à cette pesanteur qui suit les excellents déjeuners, eh bien, je note deux choses. Par rapport à notamment la volonté de contraventionnaliser l'usage stricto sensu de drogue, je rejoins totalement notre ami policier. Il est tout à fait important qu'en face d'une répression à l'heure actuelle inexistante, on ait même une amende qui représentera un petit progrès. J'ajoute, pour me servir de manière un peu démagogique d'un argument politique, qu'une initiative proposée par Nicolas Sarkozy et validée par Christiane Taubira doit être nécessairement pertinente. D'autre part, au sujet de la césure qui est au cœur de la réforme du projet de loi, je pense que c'est une très mauvaise initiative dont le questionnement sur les sondages n'a pas relevé l'importance. Il est évident que si un être a besoin d'une réponse pénale rapide, c'est bien le mineur qui ne peut pas attendre, même après avoir été déclaré coupable, pendant 1 an, de savoir quelle peine il aura. C'est au contraire aggraver le sentiment d'impunité que de créer cette césure pénale en dépit de l'adhésion médiatique et une fois de plus guère pertinente de la classe intellectuello-journalisto-politico de gauche. Par ailleurs, je me demande, monsieur le professeur, vous avez, avec beaucoup de lucidité et en même temps, je vous en sais d'optimisme, annoncer ou indiquer les mesures politiques, sociales, humanistes que vous mettiez en œuvre à Melun. Et pourtant, en dépit de ce que je sais de vous, puis-je dire que j'ai éprouvé un sentiment un peu d'inquiétude. Parce que il est évident qu'on doit le faire, que ces mesures techniques sont utiles. Vous avez mis d'une manière globale un certain nombre sur votre palette municipale d'outils, d'éléments d'armes pour répondre aux défis
et aux désastres d'aujourd'hui. Mais je crois que ces mesures techniques n'auront rigoureusement aucun sens. Bien sûr, je ne le souhaite pas de manière masochiste pour Melun, tant qu'on n'aura pas un nouvel état de l'autorité en France et tant qu'on n'aura pas de l'autorité de l'État. Et le deuxième élément renvoie très naturellement à un pouvoir, qu'il soit de droite ou de gauche, qui aura le courage politique de valider ces initiatives locales et de les insérer dans une sorte d'intelligence globale. On n'en est pas là, et au contraire, puis-je dire que derrière tout cela, derrière ce qui se passe à l'heure actuelle, il y a tout de même, je l'ai dit, la faillite de l'autorité de l'État. Il y a le deuxième élément, c'est une philosophie pénale qui est déplorable. Parce que je ne vois pas par quel miracle nous aurions pu avoir ou pâtir d'une philosophie pénale catastrophique pour les majeurs et qui serait devenue soudain merveilleuse pour les mineurs. Et probablement, nous avons là à payer la rançon d'une philosophie de compassion dogmatique et doctrinaire qui n'a pas fini de ravager la France. Le dernier élément, j'ai été frappé tout à l'heure en voyant ce constat fait par M. Kahn, de voir à quel point, sans aucune contestation possible, une forte majorité des 2000 personnes questionnées par Internet considèrent que la justice des mineurs va mal. Autrement dit, j'ai eu très peur, parce que voilà qu'un bout du peuple français considère que la justice des mineurs est catastrophique. Eh bien, je crains fort que ce soit le pire argument pour convaincre Christiane Taubira et le pouvoir actuel de changer une justice. Mon Dieu, si on pouvait dire qu'elle va à la perfection, là peut-être qu'il la modifierait. Et enfin, derrière cela, il y a quelque chose de plus sérieux. C'est au fond le mépris qu'on a pour le peuple. C'est-à-dire que le peuple rêvé est le seul bon. Ce peuple réel n'est pas bon, qui souhaite la modification de la justice des mineurs. Et j'arrive à un point peut-être plus politique que judiciaire. Au fond, je n'ai pas l'habitude d'approuver les propositions de Nicolas Sarkozy, mais là, je dois reconnaître que dans un récent projet sur la justice pénale, il me semble qu'il a annoncé, notamment dans le Parisien, une mesure qui pourrait être utile, mais qui se heurtera au corporatisme judiciaire. Pendant des années, on a débattu du rôle ambigu du juge d'instruction en disant qu'il n'était pas possible d'être Salomon et Maigret, mon Dieu, comme on a abusé de cette citation de Badinter, et qu'en réalité, on ne pouvait pas, dans la même personnalité, sauvegarder la charge et la décharge. Eh bien, je ne vois pas pourquoi, après avoir eu un débat tout à fait passionnant et qui a été réglé, puisque le juge d'instruction est maintenu, et je ne vois pas pourquoi, en le constituant à 3, on réglera davantage ce problème. Mais je ne vois pas pourquoi il serait honteux de mettre en cause le rôle extrêmement difficile du juge des enfants, qui doit à la fois être éducateur et qui en même temps doit être chargé de la répression nécessaire. Et quand on connaît un peu la justice des enfants, quand on l'a subie à la cour d'assises, par exemple, où systématiquement 2 voix, celles des juges des enfants, ne sont pas octroyées à l'avocat général, eh bien on peut considérer que le juge des enfants ne risquerait rien à être structurellement divisé entre quelqu'un qui deviendrait un gardien aussi compassionnel qu'il le souhaite des enfants, et de l'autre côté, une structure, une institution, pourquoi pas le parquet, qui s'occuperait du caractère répressif des mineurs, parce que cela a été dit, les mineurs de 45 n'ont rien à voir avec ceux d'aujourd'hui, de la même manière que notre société n'a rien de commun avec celle d'hier. Alors, pour terminer, pardon d'avoir été trop long, mais on aurait pu tout à fait accepter
une modification de l'ordonnance de 45. Pourquoi pas une 45e modification? Mais le surprenant, c'est que contre la gauche lucide et la droite intelligente, eh bien, Christiane Taubira fait une modification sur le point qui est en réalité contredit par tous. Il n'est personne qui, de bonne foi, dirait aujourd'hui que cette loi, cette ordonnance de 45, doit être modifiée dans un sens qui va encore amplifier l'éducatif au détriment du répressif. Et encore, on a échappé au pire, puisqu'elle envisageait d'appliquer son projet de loi à des jeunes adultes entre 18 et 21 ans. Tout cela est absurde et je remercie l'Institut pour la justice de poser la question « Que faut-il faire ?» Parce que rien n'est perdu encore. Rien n'est perdu, mais il faut véritablement que la contestation contre ce projet déplorable, qui est tout sauf mineur, soit aussi forte, même si elle a été sans succès, que sur la deuxième action du bilan de Madame Taubira, la contrainte pénale. Et je voudrais terminer par un hommage à l'Institut pour la justice, avec lequel j'ai des désaccords que je qualifierais d'amicaux et presque fraternels, mais mon Dieu, ne devenez pas comme les instituts du camp d'en face. Acceptez la nuance, la complexité, la contradiction, le pluralisme des idées. Ne devenez surtout pas à la longue péremptoire et sommaire. Et merci de savoir que jamais on n'aura ce risque chez vous. Merci beaucoup, Philippe Bilger, de cette riche intervention. Philippe Bilger, qu'on ne présente plus, merci infiniment. Nous sommes très honorés de votre présence aujourd'hui. Alors, je vous propose de passer tout de suite à la 4e table ronde. Ah. Question. Allez-y, je vous en prie. Néanmoins, j'interviens aujourd'hui, je rebondis sur ce qui est en train de dire, sur ce qu'a dit. Donc, je n'ai pas besoin de micro, je vous remercie. Pardon. Je vous en prie. Qui défend Madame Taubira? Pourquoi Madame Taubira est-elle là et pourquoi continue-t-elle à être défendue par je ne sais qui? Aujourd'hui, je me dis que Madame Taubira, garde du Sceaux, est en train de trouver le moyen de réussir là où elle n'a jamais pu passer en tant que indépendantiste absolu, irréductible, terroriste quelque part. Et aujourd'hui, elle veut réussir grâce à toutes les lois qu'elle arrive à faire passer. Et je n'arrive pas à comprendre que ni la droite bouge, ni l'extrême de quelque bord que ce soit ne bouge, pour qu'elle arrive à en faire, grâce aux lois qu'elle fait appliquer, à déstabiliser, et je crains de façon pérenne, la France entière. Voilà ce que je voudrais, c'est qu'on puisse démarrer un combat contre cette femme et contre ceux qui la défendent contre vents et marées. Merci, monsieur. La Fédération des TPE peut intervenir pour l'emploi. Excusez-moi. Allez-y. Mais j'ai remarqué qu'il manque deux choses dans le discours du professeur de droit et le conseiller municipal, dont j'étais aussi conseiller municipal. Nous, Fédération des TPE, nous participons à une commission pour l'apprentissage pour les mineurs de 14 à 18 ans en sous-préfecture de Rambouillet. On nous donne de l'argent. C'est bien de nous donner plus de 300 € par mois. Mais ce n'est pas ça qui va nous faire prendre des mineurs de 14 à 18 ans. Nous avons un problème de comportement, premièrement. Et le deuxième point, c'est que le droit du travail nous interdit, je dis bien nous interdit, de prendre des mineurs. Donc, je voudrais que le professeur réfléchisse à la possibilité d'un contrat de travail allégé pour les mineurs de moins de 18 ans, limité à 3 ou 6 mois, et non pas 1 an renouvelable, et on ne peut pas s'en débarrasser quand ça va mal, même avec la médiation de l'apprentissage qui a été mise en place. Et pareil pour le conseiller municipal, enfin de Melun, c'est de dialoguer avec les entreprises, d'avoir des possibilités d'embauche avec des conditions allégées qui permet, lorsqu'il y a une dérive, de pouvoir se séparer de l'apprenti.
Et la question juridique que je pose, si un chef d'entreprise découvre, avant l'embauche, pendant la période d'essai ou pendant l'apprentissage, que le mineur est drogue dépendant, il ne peut pas s'en débarrasser. Normalement, s'il est averti, c'est une intrusion dans la vie privée, et il ne peut pas le licencier pour un tel motif. Mais s'il est exposé dans son métier d'apprenti et qu'il y a un accident, c'est le chef d'entreprise qui sera responsable. Donc ne vous étonnez pas que nous refusons de prendre des mineurs en apprentissage. Donc je voudrais que, sur le plan juridique, puisque vous avez une réflexion dessus, vous regardiez comment alléger les contrats pour les mineurs de moins de 18 ans et que de voir avec les entreprises, vos entreprises dans la région de Melun, des suggestions pour pouvoir avoir une rotation de jeunes qui, en général, tiennent 3 à 6 mois. S'ils dépassent 6 mois, c'est bon. S'ils ne dépassent pas 6 mois, c'est que le métier ne les intéresse pas. Donc il faudrait faire 3 mois renouvelables une fois. Et c'est l'ancien administrateur des ACDIC qui vous parle, car j'ai beaucoup de chômeurs dans des contrats de 2 mois renouvelables une fois, et en général, ils se recasaient. Donc c'est, si vous voulez, la petite pierre que je voudrais que l'Institut pour la justice, que je remercie d'avoir pu accéder aujourd'hui, prenne en considération les TPE qui ne peuvent pas embaucher, car le droit du travail et les conditions juridiques ne le permettent pas, et j'aimerais bien avoir votre point de vue. Non, en 2 mots. L'apprentissage, évidemment, c'est une voie. Alors, je voudrais répondre à Philippe Bilger en même temps qu'à vous-même. C'est vrai que, globalement, mais ça dépasse tout à fait la compétence de l'élu municipal ou de l'élu d'agglomération. Nous avons un problème dans ce pays. Il faut restaurer l'autorité de l'État, ça me paraît évident. Et l'État, pour moi, c'est, dans une société complexe, c'est d'abord et avant tout la justice. Tant que nous ne mettrons pas des moyens dans la justice, des moyens de travailler, pour que nos magistrats puissent réguler les rapports entre les personnes, les rapports sociaux. Tant que nous ne le ferons pas, nous n'arriverons à rien. Je parlais encore ce matin, on parlait de lois qu'il faudrait adopter, quelles lois, etc. Je dis, mais attends, on peut adopter toutes les lois qu'on voudra. Ceux qui les mettent en œuvre, ce sont les juges. Il faut que les juges soient d'un certain type pour mettre en œuvre ces lois. Et c'est là qu'il faut agir. Dans une société complexe, le juge est beaucoup plus important que la loi. Alors, ça, c'est un point. Et l'autre point, je dirais plus généralement, nous devons réformer complètement notre code du travail, parce que ce que vous dites, c'est un morceau d'un ensemble. Si nous voulons dynamiser ce pays et faire, justement, qu'il ne se recroqueville pas dans une frilosité qui fait que nous serons les derniers dans la course qui est en train de se jouer aujourd'hui, si nous ne dynamisons pas ce pays, et rapidement, pas avec des lois qui cherchent encore à favoriser ceux qui sont en place au détriment de ceux qui veulent entrer dans le système, la loi Macron, la loi Hamon, la nouvelle de Macron 2 qu'on est en train de nous préparer, qui n'ont aucun effet sur la croissance du pays. Il faut absolument rendre tout ça beaucoup plus mobile et faire que la France, parce qu'il y a du potentiel, je le vois à Melun, il y a des gens qui en veulent, eh bien il faut libérer les énergies. Et tant qu'on ne le fera pas, et ça se fait avec un État fort, et tant qu'on ne le fera pas, on n'en sortira pas. Et nos petites mesures, ça ne sera que du sparadrap sur une jambe de bois. Voilà, et là je suis d'accord avec ce que disait Philippe Bilger. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le professeur.